J'ai parcouru près de 1000 kilomètres en voiture depuis Brest jusqu'au cœur du Luberon pour assister aux noces de diamant, les 60 ans de mariage de mes grands-parents. Ce voyage m'a pris 14 heures d'une conduite épuisante. À travers plusieurs régions françaises, bravant les violentes tempêtes de pluie incessantes du Massif central et les tronçons interminables et monotones de l'autoroute du Soleil. Pour faire ce déplacement, j'avais dû annuler une semaine entière de rendez-vous complets dans le cabinet de kinésithérapie où je travaille en tant que kinésithérapeute libérale spécialisée, sacrifiant délibérément une part importante de mon revenu mensuel pour effectuer ce voyage. Je passais habituellement mes journées à pratiquer des séances complexes de rééducation, à gérer les plannings de mes patients et à me construire une vie stable et indépendante, entièrement selon mes propres choix. Fermé. Temporairement, le cabinet avait nécessité d'appeler plus de 40 patients différents pour reporter leurs soins, mais j'avais passé ces appels sans la moindre plainte, car le devoir familial exigeait ma présence. Je suis la fille unique de ma fratrie, et j'ai 2 frères aînés, Antoine et Lucas, qui sont tous les 2 installés de manière permanente à l'étranger. Antoine travaille comme ingénieur civil sur de grands projets d'infrastructure à Munich, et Lucas est déployé au sein des forces armées françaises à Djibouti. Aucun d'eux n'avait pu obtenir les permissions nécessaires pour rentrer en France et assister à cette célébration. Plus important encore, je traversais le pays pour combler le vide immense laissé par notre père, François. Il était la fierté absolue de notre famille, le fils unique de mes grands-parents, Charles et Marthe, et il avait perdu la vie s'appelant 5 ans plus tôt dans une terrible collision sur une route nationale, lorsqu'un semi-remorque transportant des grumes de bois avait perdu ses freins dans une descente abrupte. Sa mort avait complètement brisé notre dynamique familiale. Charles et Marthe avaient passé 40 ans à bâtir un immense domaine viticole et arboricole extrêmement rentable dans le Vaucluse, composé de 80 hectares de vignes de premier choix et de vergers de cerisiers et d'oliviers. Mon père était destiné à reprendre la gestion quotidienne de l'ensemble du domaine, travaillant main dans la main avec Charles, pour moderniser les outils de récolte et développer les contrats de distribution. À la mort de mon père, le chagrin immense avait failli anéantir mes grands-parents, les laissant vulnérables, épuisés et dans un besoin désespéré de soutien familial. Cette vulnérabilité avait créé une immense brèche, et la sœur aînée de mon père, Béatrice, s'y était engouffrée avec agressivité. Béatrice était l'un des 3 enfants survivants de Charles et Marthe, aux côtés de mes 2 autres tantes, Sylvie et Jeanne. Béatrice avait passé toute sa vie d'adulte à nourrir un ressentiment profond et toxique envers mon père, furieuse qu'il soit, selon ses dires, l'enfant chéri et l'héritier présomptif du domaine agricole, alors qu'elle-même enchaînait les faillites commerciales et accumulait les dettes de crédit à la consommation. Après les obsèques, Béatrice s'était immiscée de force dans le quotidien de mes grands-parents. Elle avait pris le contrôle de leurs rendez-vous médicaux, gérait leurs comptes bancaires au quotidien, et avait commencé, lentement et méthodiquement, à les isoler du reste de la famille sous prétexte de protéger leur santé fragile. Elle faisait tout pour m'empêcher de parler à Charles et Marthe au téléphone, filtrant systématiquement leurs appels et prétextant de vagues excuses sur leurs besoins de repos. J'avais fait cette route de 1000 kilomètres pour contourner le blocus de communication imposé par Béatrice, résolue à honorer la mémoire de mon père et à montrer à mes grands-parents que les enfants de François ne les avaient pas abandonnés. Le soleil s'était complètement couché lorsque les pneus de ma voiture ont enfin crissé sur la longue allée de gravier sinueuse menant à la bastide principale. L'air provençal était lourd de la chaleur de cette fin d'été, transportant cette odeur familière et terreuse de pinèdes humides et de fruits mûrs. La grande bastide provençale en pierre se dressait au bout de l'allée,
magnifiquement éclairée par des dizaines de lampions chaleureux. De nombreuses voitures étaient garées un peu partout sur le terrain herbeux devant la maison, confirmant que la fête d'anniversaire battait son plein. J'ai garé ma berline poussiéreuse à l'écart, coupé le contact, et suis restée un moment assise dans l'habitacle sombre, laissant la fatigue de ce long voyage m'envahir. Par la fenêtre ouverte de ma voiture, j'entendais les bruits distincts d'une fête animée qui débordait de la grande terrasse couverte. Je percevais le tintement cristallin des verres à pied, les éclats de rire joyeux des membres de ma famille élargie et le brouhaha des conversations des voisins et amis réunis pour célébrer ces noces de diamants. J'ai tendu le bras vers le siège passager pour attraper le précieux plat en argent gravé sur mesure que j'avais acheté comme cadeau d'anniversaire. Au moment même où mes doigts se refermaient sur l'écrin de velours, mon téléphone s'est mis à vibrer violemment sur la console centrale. L'écran lumineux a éclairé l'intérieur sombre de la voiture. J'ai saisi l'appareil et j'ai vu une notification de message de la part de Béatrice. J'ai ouvert le message et fixé les lettres lumineuses, sentant un nœud douloureux se former instantanément dans mon estomac. Faites reporter au mois prochain. Ne perds pas ton temps. J'ai relu le SMS 3 fois, complètement paralysé par la malveillance pure et gratuite de ce mensonge. J'ai levé les yeux à travers le pare-brise vers la Bastide illuminée. La réception se déroulait bel et bien sous mes yeux, à moins de 50 mètres de mon volant. Je pouvais littéralement voir les silhouettes des membres de ma famille passer devant les grandes portes-fenêtres du salon. Béatrice savait exactement combien de kilomètres j'avais parcouru. Elle savait que je venais pour honorer la mémoire de son frère décédé, et elle avait eu l'audace absolue d'envoyer un mensonge totalement inventé pour essayer de me faire rebrousser chemin alors que j'étais sur le point d'arriver. Elle voulait que je lise ce message, que j'enclenche la marche arrière et que je fasse à nouveau 14 heures de route dans l'autre sens jusqu'en Bretagne, effaçant ainsi toute trace de ma présence à cet événement. Une colère vive et brûlante a immédiatement balayé ma fatigue. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager. J'ai attrapé la poignée de la portière et je me suis préparé à monter directement les marches du perron pour dénoncer son mensonge devant tous les invités. J'avais bien l'intention d'entrer au milieu du salon, de repérer Béatrice parmi les convives et d'exiger des explications publiques. Mais avant même que je ne puisse pousser la lourde portière, le téléphone a vibré une seconde fois. J'ai pensé que Béatrice m'envoyait un autre mensonge pour appuyer le premier, peut-être de fausses excuses concernant une urgence médicale soudaine. J'ai repris l'appareil. Ce nouveau message ne venait pas de ma tante. Il provenait d'un numéro local totalement inconnu. Le texte contenait 2 phrases courtes, suivies immédiatement d'une lourde pièce jointe vidéo. Ne les interromps pas. Tu donnerais n'importe quoi pour assister au désastre qui va se produire dans 5 minutes. Je me suis figé, le pouce suspendu au-dessus de l'écran. Ce message dégageait une autorité étrange et extrêmement précise. La personne qui avait envoyé ce SMS se tournait de toute évidence à l'intérieur de cette maison, observait attentivement la fête et savait pertinemment que j'étais assise dans ma voiture dans l'allée sombre. Je me suis calé contre le dossier de mon siège, j'ai baissé la vitre de quelques centimètres de plus pour m'assurer de bien entendre les bruits provenant de la terrasse, et j'ai appuyé sur l'écran pour télécharger la mystérieuse vidéo. Le fichier vidéo s'est chargé rapidement, remplaçant l'écran des messages par un enregistrement en haute définition pris depuis un angle de vue fixe et dissimulé. J'ai immédiatement reconnu l'endroit. La caméra était orientée à travers l'entrebâillement de la fenêtre de la cuisine, donnant directement sur la terrasse privée à l'arrière. 2 femmes étaient assises autour d'une petite table en fer forgé, buvant un thé glacé sous le soleil radieux de l'après-midi.
L'une d'elles était Béatrice, vêtue d'un chemisier à fleurs et d'un chapeau de paille à large bord. L'autre femme était Hélène, une voisine réputée pour être la plus grande commère du village, qui possédait les terres adjacentes et se mêlait constamment des affaires syndicales agricoles de la région. À en juger par la lumière du jour et la floraison des hortensias à l'arrière-plan, la scène avait été filmée en secret quelques semaines auparavant. J'ai augmenté le volume de mon téléphone, collant le haut-parleur contre mon oreille tout en gardant les yeux rivés sur les fenêtres éclairées du salon de la Bastide. Le son était d'une clarté impressionnante. Il te suffit de garder le contrôle de ce qui se dit, Hélène, expliquait Béatrice à la voisine en prenant une gorgée de son verre. Les deux vieux n'en ont plus pour très longtemps. Le cœur de Charles lâche peu à peu, et Marthe se rappelle à peine de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. J'ai passé ces 5 dernières années à m'occuper du moindre aspect de ce domaine, et je refuse catégoriquement que l'héritage soit partagé équitablement. Hélène s'est penchée en avant, baissant la voix d'un ton complice. Mais quand est-il des enfants de François? Charles a toujours eu l'intention de léguer les meilleures parcelles de vignes à François. Légalement, cette part devrait revenir directement à ses enfants. Béatrice a laissé échapper un rire grinçant et profondément méprisant, dénué de la moindre affection familiale. François est mort. Ses enfants n'ont aucune importance. Antoine et Lucas jouent à l'ingénieur et aux soldats à l'autre bout de la planète, et Camille passe ses journées à faire des massages de rééducation à des inconnus à Brest. Ils n'ont pas donné une seule heure de leur temps pour cette terre. J'ai convaincu Charles que les enfants de François n'avaient absolument aucun intérêt pour la viticulture. Je lui ai dit que Camille avait l'intention de vendre immédiatement sa part à des promoteurs immobiliers pour financer son misérable cabinet de kiné. Charles a horreur des promoteurs. Cette simple idée l'a terrifié. J'ai serré le volant si fort que mes articulations en sont devenues toutes blanches. Béatrice avait délibérément empoisonné l'esprit de mon grand-père à mon sujet, exploitant ses peurs les plus profondes de voir le patrimoine familial détruit pour manipuler ses décisions successorales. L'enregistrement continuait. J'ai traîné Charles chez le notaire mardi dernier, se vantait Béatrice, un sourire d'une arrogance absolue s'affichant sur son visage. Je lui ai fait rédiger une modification complète du testament. Toute la lignée de François est totalement écartée de la succession. Sylvie et Jeanne ne recevront que de petites sommes dérisoires, car Sylvie est une parasite naïve et Jeanne est un tel gouffre financier qu'elle parviendrait à ruiner un casino. Les titres de propriété de l'intégralité des 80 hectares, les contrats de distribution et tout le matériel agricole me reviendront exclusivement à la minute même où Charles passera l'arme. À gauche. C'est brillant, Béatrice, la flattait Hélène, cautionnant totalement ce vol. Tu mérites ce domaine. Évidemment que je le mérite. Ricanait Béatrice. Je suis la seule capable de le gérer. Je dois juste m'assurer que Camille ne vienne pas gâcher la fête d'anniversaire ce week-end. Si elle débarque en jouant les filles éplorées, Charles risque de s'attendrir et de remettre en question le Nouveau Testament. Je vais lui envoyer un message pour lui dire que la fête est annulée. C'est une fille faible et docile. Elle va faire demi-tour sur le champ et rentrer dans sa grisaille bretonne. La vidéo s'est arrêtée, laissant place à un écran noir. Je suis restée assise dans le silence de l'habitacle, le souffle court face à l'ampleur insensée de cette trahison. Béatrice n'avait pas simplement envoyé un message mesquin, elle avait orchestré un véritable coup d'état financier, juridiquement contraignant, destiné à effacer complètement la mémoire de mon père et à dépouiller ses enfants de leurs droits. Elle considérait mes grands-parents comme des sources d'argent en fin de vie,
ses propres sœurs comme des parasites et moi-même. Comme un pion facile à manipuler. J'ai regardé le numéro inconnu sur mon écran. J'ignorais qui avait enregistré cette conversation, mais le timing était d'une perfection absolue. J'ai levé les yeux vers la Bastide. À travers les grandes fenêtres de la façade, je pouvais voir Charles debout au milieu du salon. Il tenait une coupe de champagne en cristal et tapotait le verre avec une cuillère en argent pour attirer l'attention de l'assemblée. Les bruits provenant de la terrasse se sont tus. Les invités ont tourné leur regard vers le patriarche de la famille. Charles a commencé à parler, sa voix nous parvenant faiblement à travers la pelouse sombre, prononçant un discours sincère et émouvant pour célébrer les 60 ans d'union avec son épouse. Béatrice se tenait juste à côté de lui, vêtue d'une magnifique robe de soirée, affichant un sourire radieux. Devant l'objectif du photographe professionnel engagé pour immortaliser l'événement. Soudain, un second message provenant du numéro inconnu est apparu sur mon écran. Je viens d'envoyer la vidéo sur le groupe WhatsApp de la famille, par email au notaire, et directement sur le système de projection du salon. J'ai lâché mon téléphone sur le siège passager et je me suis penché en avant, serrant le volant des deux mains pour me préparer au choc. À travers les grandes vitres, j'ai vu l'immense écran plat installé au-dessus de la cheminée. En pierre vacillait brusquement. Le diaporama de vieilles photos de famille a instantanément disparu. L'écran est resté totalement noir pendant 2 secondes. Avant que la vidéo de Béatrice discutant sur la terrasse avec la voisine n'envahisse le grand affichage en haute définition. À la microseconde près, j'ai entendu le tintement synchronisé et résonnant de dizaines de téléphones portables recevant une notification à l'intérieur de la maison. Charles s'est arrêté de parler au milieu de sa phrase. Il a lentement tourné la tête pour regarder l'écran. Le son de la vidéo s'était automatiquement connecté aux enceintes encastrées dans le plafond du salon. La voix arrogante et venimeuse de Béatrice a soudainement retenti dans toute la demeure, parfaitement audible. Depuis ma place dans l'allée sombre. Les deux vieux n'en ont plus pour très longtemps. Le cœur de Charles lâche peu à peu, et Marthe se rappelle à peine de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Toute l'assemblée s'est figée dans un effroi absolu et paralysant. Les invités restaient immobiles, leurs regards oscillant entre l'écran géant et la femme debout au milieu de la pièce. Sylvie et Jeanne, postées près de l'entrée de la cuisine, ont sorti leur téléphone de leur sac, regardant la même scène se jouer sur leurs propres écrans. Derrière la vitre, j'ai vu Béatrice reculer physiquement, le visage entièrement vidé de son sang, transformant son sourire radieux en un masque de terreur purée. Absolue. Elle a lâché sa coupe de champagne. Le cristal s'est brisé sur le parquet, répandant l'alcool coûteux sur le bois verni. Le désastre venait officiellement de commencer, et j'avais la meilleure place pour y assister. Le silence à l'intérieur de la Bastide a duré exactement 10 secondes avant que toute l'assemblée n'explose dans un chaos indescriptible. Depuis ma voiture, plongée dans l'obscurité, j'ai regardé l'existence entière de Béatrice s'effondrer comme un château de cartes. Sylvie a été la première à réagir. Elle s'est jetée en avant, bousculant un groupe de voisins terrifiés, et a pointé un doigt accusateur directement sur le visage de Béatrice. « Tu m'as traité de parasite », a hurlé Sylvie, sa voix transperçant les fenêtres ouvertes pour résonner sur la pelouse. « Tu as manipulé notre père pour nous rayer du testament tout en faisant mine de t'occuper de sa santé. Espèce de monstre. » Jeanne a immédiatement rejoint l'affrontement, jetant sa pochette de marque sur le canapé. « Tu as volé l'héritage de François. Tu as menti à Charles en disant que Camille voulait vendre les terres. Tu n'es qu'une voleuse, Béatrice. Une voleuse cupide et misérable.
Les invités, comprenant qu'il assistait à une implosion familiale d'une violence extrême, ont immédiatement commencé à se diriger vers la porte d'entrée, pressés d'échapper aux tirs croisés. Des dizaines de personnes se sont ruées sur la terrasse, chuchotant de manière frénétique tout en se hâtant vers leur voiture. Je suis resté parfaitement immobile à ma place, observant cet exode. À l'intérieur du salon, Charles se tenait droit comme un i devant la cheminée, fixant l'image arrêtée de Béatrice sur l'écran de télévision. Ses épaules tremblaient, non pas de faiblesse, mais sous le coup d'une colère monumentale et dévastatrice. Il a tourné la tête et a posé son regard directement sur sa fille aînée. Tu as semé le doute sur les enfants de mon fils décédé, a déclaré Charles, sa voix sourde et menaçante, imposant un silence absolu à toutes les personnes encore présentes dans la pièce. Tu as utilisé mon chagrin contre moi. Tu m'as dit que Camille détestait ce domaine. Tu m'as dit qu'elle méprisait cette terre sur laquelle son père avait travaillé jusqu'à sa mort. Béatrice a levé les mains dans un geste désespéré de capitulation, ses yeux cherchant frénétiquement une issue. Papa, je t'en prie, écoute-moi. C'est un montage. C'est une vidéo truquée. Quelqu'un a modifié le son pour me piéger. Tu ne peux pas croire un message anonyme plutôt que ta propre fille. Une silhouette est alors sortie du couloir sombre menant à la cuisine, entrant dans la pleine lumière du salon. C'était Simon, le fils de Béatrice âgé de 24 ans, un jeune homme calme et observateur que sa mère rabaissait sans cesse et considérait comme le raté de la famille. Simon tenait son téléphone portable à la main, fixant sa mère avec une expression de dégoût total. C'est moi qui ai enregistré, maman, a annoncé Simon, balayant instantanément son moyen de défense. J'étais dans la cuisine et j'ai enregistré toute la conversation à travers l'ouverture de la fenêtre. Je t'ai entendu comploter pour voler l'héritage de mon grand-père et priver mes cousins de ce qui leur revient de droit. J'ai envoyé cette vidéo au notaire. Je l'ai envoyée sur l'écran. Je l'ai partagée sur le groupe familial. Béatrice a fixé son propre fils, la bouche bée, incapable de prononcer un seul mot, totalement piégé par la réalité implacable de sa propre arrogance. J'ai su que c'était le moment exact. J'ai attrapé le plat d'argent. Sur le siège passager, j'ai poussé la lourde portière de ma voiture et j'ai posé le pied sur le gravier. L'air frais de la nuit a fouetté mon visage tandis que je marchais d'un pas ferme et résolu vers la terrasse illuminée. J'ai gravi les marches en bois, dépassé quelques voisins encore sous le choc et franchi la porte d'entrée grande ouverte pour pénétrer directement dans le salon. Tous les regards se sont instantanément tournés vers moi. Sylvie a étouffé un cri. Jeanne a couvert sa bouche de ses deux mains. Les yeux de Charles se sont agrandis sous le coup de la surprise, et son visage s'est adouci dès qu'il a reconnu les traits de son fils disparus sur mon visage. Béatrice s'est recroquevillée, reculant jusqu'à buter contre la table de la salle à manger, me fixant comme si un fantôme venait de traverser le mur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas haussé le ton ni fait de scène dramatique. Je me suis simplement avancé au milieu de la pièce, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai brandi l'écran sous les yeux terrifiés de Béatrice. Faites reporter au mois prochain. Ne perds pas ton temps. Ai-je lu à haute voix, ma voix résonnant distinctement dans le salon. Silencieux. J'ai tourné la tête et j'ai regardé Charles droit dans les yeux. J'ai parcouru 1000 kilomètres depuis Brest pour célébrer vos 60 ans de mariage. Je suis arrivée il y a 10 minutes. Béatrice m'a envoyé ce message. Alors que j'étais garée dans votre allée, pour essayer de me faire fuir afin que je ne sois pas là pour dévoiler ses mensonges. Charles a regardé l'écran de mon téléphone, lisant le message, avant de reporter son regard sur Béatrice. La
Froideur implacable de ses yeux était terrifiante. Il n'a pas crié. Il a simplement pointé un doigt ferme et inflexible en direction de la sortie. Sors de chez moi, a ordonné Charles. Papa, je t'en prie, a supplié Béatrice. Des larmes coulant le long de ses joues maquillées. Tu n'as plus le droit de m'appeler ainsi, l'a interrompu Charles d'une voix totalement dénuée d'affection. Tu vas quitter cette propriété immédiatement. Et ne reviens jamais. J'appelle mon notaire demain matin à la première heure pour annuler intégralement le Nouveau Testament que tu m'as forcé à signer. Tu ne recevras plus jamais le moindre centime de cette famille. Béatrice a cherché du soutien. Du regard auprès de Sylvie, de Jeanne, et enfin de son propre fils, Simon. Elle n'a trouvé que des visages de pierre. Elle a fini par attraper son sac sur la table et a franchi la porte d'entrée, humiliée, totalement vaincue et définitivement dépossédée de l'empire qu'elle avait comploté de s'approprier. Une fois que le bruit de son moteur s'est enfin dissipé dans l'allée de gravier, Charles a traversé le salon et m'a serré fort dans ses bras, avec une ferveur désespérée. Marthe s'est jointe à nous, pleurant doucement, s'excusant à plusieurs reprises d'avoir laissé Béatrice altérer leur perception des enfants de mon père. Je les ai serrés tous les deux contre moi, les rassurant en leur disant que la supercherie était définitivement terminée, qu'Antoine et Lucas les aimaient profondément, et que le domaine resterait entre les mains de ceux qui respectaient sincèrement cette terre. Je me suis approché de Simon, ignorant totalement les murmures agités des quelques invités encore présents, et je lui ai tendu la main. Il l'a serrée fermement. Il avait sacrifié sa relation avec sa propre mère pour protéger un grand-père qu'il respectait et une cousine qu'il connaissait à peine. Je l'ai remercié pour sa profonde intégrité, en lui promettant que son geste ne serait jamais oublié. J'ai passé les 4 jours suivants à dormir dans l'ancienne chambre d'enfant de mon père, aidant Charles et son notaire à accomplir les démarches juridiques complexes nécessaires au rétablissement des dispositions testamentaires d'origine. Béatrice a été définitivement déshéritée. L'intégralité du domaine de 80 hectares, les contrats commerciaux et tout le matériel agricole ont été légalement répartis à parts égales entre mes frères, moi-même, Sylvie, Jeanne et Simon, garantissant que l'héritage pour lequel mon père s'était tant investi ne tomberait jamais entre les mains d'un prédateur. Quand j'ai enfin démarré ma berline pour m'engager sur l'autoroute afin d'entamer les 14 heures de trajet retour vers la Bretagne, j'ai ressenti un sentiment de paix immense et profond. J'avais traversé le pays en pensant simplement assister à une fête d'anniversaire de mariage. À la place, j'avais accompli le dernier devoir silencieux de mon père, préservant à tout jamais l'avenir de notre famille et provoquant la chute inéluctable de celle qui avait tenté de le détruire.